sont vos noms, prénoms, lieu et date de naissance et qualités professionnelles? Franck P, mais je signe Franck. Je suis né à Ixelles le 15 juillet 56 et je suis auteur de bande dessinée. J'avais 10-12 ans, âge où on lit beaucoup de bande dessinée, à une époque où la bande dessinée, particulièrement les magazines, était de très bonne qualité. C'était l'âge d'or de Spirou, Tintin, Pilote un peu après. Et je dévorais ça comme la plupart des gosses de ma génération. Et ça m'a beaucoup marqué. Je pense que pour toute une génération, les gens sensibles au dessin ou en général à une démarche artistique, ayant vu de la bande dessinée quand ils étaient gosses, ont très vite été vers ça pour s'exprimer, parce que c'était le média du moment. Avec le recul, est-ce que vous avez parfois un certain regret de ne pas appartenir à cette génération de dessinateurs des années 65, 70? Il y a certainement une nostalgie, une envie d'avoir la naïveté de ces gens-là quand ils ont commencé. Pour nous, cette naïveté n'est plus possible. On a lu des BD quand on était gosse, on a tout un regard critique et on manque donc de cette énergie première des grands explorateurs, des grands découvreurs. J'ai eu des parents qui m'ont encouragé énormément dans mes dessins d'enfants. Ça a l'air de rien, quand je vois ces dessins, il n'y avait pas de quoi, enfin, ou comme n'importe quel gosse, disons. Mais cet encouragement a été déterminant pour moi. Ensuite, c'est vrai que j'avais une sensibilité à ce qui était artistique. Très vite, j'ai adoré le cinéma. Je suis tombé sur des tableaux que j'adorais, sur des sculptures surtout, et puis j'ai très vite mordu à des vies de peintres, des choses comme ça. Donc je crois que j'avais quand même une prédisposition à ça. Et puis après, c'est la chance, le travail, je ne sais pas. C'est difficile à dire. J'étais plutôt introverti, certainement, assez peu actif. Et j'ai l'impression que j'ai gardé beaucoup de cet enfant-là même, si évidemment je ne suis plus que cet enfant-là, mais il est toujours bien en moi et c'est une de mes sources importantes. J'ai eu la chance d'avoir une enfance assez riche, assez heureuse. C'est plutôt l'adolescence qui a posé problème. C'est très exigeant, hein, la BD, pour se lancer là-dedans. On dit toujours qu'il faut 10 ans de période d'apprentissage, de vache maigre. Mais quand on a une petite fibre romantique, je crois que ça met un peu de piment et puis on passe très bien à travers. Comment est né Broussailles, votre personnage fétiche? Oh, ça a été un accouchement très facile. Il était là, on s'en était presque pas rendu compte. On m'avait demandé d'animer une rubrique dans le journal de Spirou sur la nature, et pour éviter le ton trop didactique, j'avais imaginé un personnage pour présenter les choses et qui découvre la nature en même temps que le lecteur. Donc il se baladait, il faisait une balade dans les champs, et puis il rentrait chez lui, il allait voir dans les bouquins. C'est comme ça qu'on apprenait. Et très vite, je ne sais pas, comme je me sentais bien dans le sujet, j'ai fait vivre le personnage au-delà de ce qu'on lui demandait. Et il ajoutait des notes personnelles, des petites émotions, des choses qu'il ressentait par la nature mais qui dépassaient de loin la biologie ou l'écologie. Et donc, très naturellement, je lui ai fait vivre des cours d'histoire, d'abord en 1 page, en 3 pages. Et au bout de quelques années,
au moment où j'ai senti que je devais faire vraiment une histoire de bande dessinée, parce que tant qu'on publie des petites pages dans un journal, on n'existe pas vraiment, eh bien j'ai eu envie de garder ce personnage-là, et j'étais trouvé Bom, avec qui j'avais déjà travaillé sur une courte histoire, pour faire Les Baleines publiques. Je ne fais pas passer de message dans Broussailles, et j'espère ne pas faire passer de message dans ma bande dessinée en général. Comment dire, je fais passer certainement mes émotions, ce qui me tient à cœur, comment je vois les choses, mais je ne veux pas... je crois que la bande dessinée est là pour toucher le lecteur, pas pour lui mettre des idées dans la tête. Pourtant, on vous sent attentif et sensible aux problèmes, par exemple, de l'environnement. Oui, certainement, mais je ne ferai pas quelque chose pour mobiliser les gens, par exemple. Je préfère montrer une histoire qui va se passer dans une nature superbe et enthousiasmante, au lecteur à faire le parallèle avec ce qu'il voit, avec le truc qu'il entend à la radio, 200 fûts radioactifs trouvés dans le champ du voisin. Il peut faire le chemin tout seul, quoi. L'important, c'est toujours ce point affectif. À partir de là, tout est possible. La grande qualité de la fiction, c'est de se situer ni dans le réel, parce que le réel est très lourd et que finalement on essaye tous plus ou moins de le dépasser, ni évidemment dans la fantasmagorie pure, parce que là tout est permis, et même si c'est bien la créativité, ma foi c'est assez facile. Par contre, c'est de trouver un moyen terme qui se situerait plutôt au niveau du rêve, mais du rêve qui touche l'inconscient, c'est-à-dire une dimension qui nous semble parfois plus vraie, et c'est peut-être ça qu'on cherche à travers toute l'œuvre d'art, ou peut-être toutes nos expériences, c'est toucher ce truc qui est nous, et qui on ne sait pas très bien où il est. À mon avis, le gros intérêt des fictions, c'est d'arriver à toucher ça. J'aime bien les ambiances, c'est vrai. J'aurais beaucoup de mal à raconter une histoire où l'ambiance n'aurait aucune importance. Une histoire purement d'action, je serais perdu. Est-ce qu'il vous faut aussi une ambiance pour travailler? Oui et non, c'est-à-dire que le travail peut générer sa propre ambiance, comme se repasser le même disque pour commencer à travailler, mais immédiatement dans le boulot, et permet de se concentrer mieux. J'ai besoin de calme et de concentration et de solitude, ça oui, mais je n'ai pas besoin de toute une mise en scène pour me mettre à travailler. Bien qu'on soit en plein cœur de la ville, ce lieu est très silencieux. Est-ce que c'est un lieu idéal pour travailler? C'est un bon lieu. Je crois que je suis un grand rêveur par nature, et donc je n'ai pas besoin de la bande dessinée pour rêver, en fait. Ça me permet simplement et probablement de vivre un peu mieux mes rêves, donc de moins les garder en tête, peut-être de ne pas devenir fou, et surtout de les communiquer aux autres. Je ne suis pas mal à l'aise vraiment non plus dans la réalité, sauf dans certains secteurs, mais comme tout le monde, chacun fait sa vie. Non, j'aime bien le réel aussi. Je suis assez, comment appelle-t-on ça,
contemplatif. J'aime bien me mettre sur une chaise et puis regarder tout ce qui se passe, écouter, et j'adore ça. C'est bien. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'exigeant avec lui-même? Oui et non. Moi, je me trouve beaucoup trop de faiblesse, évidemment. Mais c'est vrai que il faut se driller quelque part. J'ai une des choses les plus importantes que j'ai dû faire, c'était de hiérarchiser les valeurs, de savoir ce qui était le plus important dans le boulot, en se levant le matin, sur quoi se brancher, etc. Et ça, c'est un boulot de fou. Faut faire un tri énorme. C'est un travail de tous les instants, je dirais. Il faut saisir les idées, il faut noter, il ne faut pas oublier. C'est peut-être ça un boulot de création, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, ça a été construire quelque chose, construire un fonctionnement, c'était très difficile. Mais non, je suis un paresseux, je peux glander très longtemps. Mais je sais en même temps que quand je ne fais rien, en fait, j'élabore tout ce qui va venir après. Quand on dessine, il vaut mieux être concentré sur ce qu'on dessine et ne pas être distrait. Il y a une sorte d'hypnose du travail qui est nécessaire, mais qui consomme de l'énergie et qui c'est vrai, décale un peu par rapport à la vie. Ça rend parfois difficile de gérer une vie avec des amis, avec une famille. J'ai trouvé mes solutions. Les amis, non. Surtout quand on dessine, les relations entre dessinateurs sont assez bonnes. Il y a peu de jalousie ou alors elles sont assez bien canalisées. Personne ne prend la place d'un autre. La famille. Je fais ce que je peux. Je pense que j'ai fait le choix de la bande dessinée et je pense que toute démarche artistique a ses contraintes et c'est ces contraintes-là qui nourrissent les solutions. Alors j'ai encore envie d'aller beaucoup plus loin pour voir jusqu'où on peut aller. Je crois que c'est des frustrations que viennent les merveilles. Si Van Gogh a peint des tournesols comme il les a peints, c'est parce qu'il en bavait devant cette couleur et que il voulait pas de l'académisme, il voulait pas du réalisme, il a dû trouver autre chose. C'est ce qu'on appelle repousser les limites. Je crois que c'est difficile de juger de la pertinence des limites d'un moyen d'expression. Faut faire l'expérience et puis on verra bien. C'est une recherche de soi de toute manière. Oui, de toute façon. C'est un parcours. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un risque de se retrouver face à soi, comme dans un miroir? Oui, certainement, et c'est pour ça que... Mais ça fait partie des enseignements. Hein, de découvrir ses limites, c'est quand même une bonne chose. Mais c'est pour ça qu'il faut faire des expériences autres pour les contourner quand on y arrivera et avoir d'autres ressources, d'autres points d'exploration. Parce qu'évidemment, une limite, c'est un trompe-l'œil. Il y a toujours d'autres voies.